Putain, mais pourquoi il me freine? Il est complètement con. Hein. C'est un freinage auto en fait. C'est presque un SUV. Hein. Presque. Attends. En voiture, Simone. Nom de Dieu. On va tenter de l'autre côté. Nom de Dieu. Bon, le T-Roc n'est pas un 4x4. Mais tu vas y aller, nom de Dieu! Bon, on aura essayé. Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez reconnu, je vous parle du Volkswagen T-Roc. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est que je vous montre tout. Ensemble, on va se faire un petit essai, on va aller faire un tour. Et je vais tout vous dire sur cette voiture. Alors pour la petite histoire, le T-Roc a été conçu et développé pour un petit peu, on va dire, briser les conventions traditionnelles du SUV de Volkswagen. Au moment de son développement, les ingénieurs et designers de chez Volkswagen ont voulu créer un SUV compact capable de séduire une population jeune et urbaine, et tout en étant aussi adaptable que leur grand SUV. Bon, et le nom T-Roc, d'où il vient d'après vous? Rémi, est-ce que tu as une idée d'ailleurs? Pas du tout. C'est en fait un clin d'œil discret au T-Rex, donc T-Rex le dinosaure. Non, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Bon, vous avez été super nombreux à me demander une vidéo sur ce modèle et finalement, ça ne m'étonne pas. Le T-Roc est un énorme succès en France et dans le monde également. Depuis son lancement en 2017, il s'est d'ailleurs vendu à près de 300 000 exemplaires seulement en France. Ils n'arrêtent pas en ce moment l'armée là. Ce matin, il y en avait 4 chez moi. Attends, j'ai soif. Et à tel point qu'une deuxième version sera lancée en 2025 proposant plus de motorisation et notamment de l'hybride. Alors en fait le T-Roc c'est l'un des SUV les plus prisés de sa catégorie et je pense savoir pourquoi. Bon déjà le T-Roc qu'on possède aujourd'hui, donc Volkswagen T-Roc de 2021, moteur 2 litres TDI 150 chevaux, équipé de la boîte de vitesse automatique DSG7, finition lounge. Je me fais bouffer sa grand-mère là. Bon déjà son look, comparé à d'autres SUV de cette gamme, on doit reconnaître qu'il est plutôt réussi. C'est un SUV compact et ça, clairement, ça séduit aujourd'hui. Mais malgré ses dimensions compactes, on y retrouve une habitabilité généreuse. Je te montre ça. Donc là, je suis très bien installé. Par contre, donc, si tu es grand comme moi, donc 1m90, et que donc tu as le siège reculé à fond comme il est là, tu peux dire derrière au passager de préparer ses genoux pour un vol en classe économique. Parce qu'il va passer un sale quart d'heure le type. Alors justement, les places arrière, ça donne quoi? On va aller voir ça. Donc bien sûr, j'avance un petit peu le siège. Je le mets sur à peu près quelqu'un qui ferait une taille, on va dire, normale. Mais derrière, voilà, c'est pas trop mal. Pour du SUV compact, en fait, moi, ce que je leur reproche très souvent, c'est d'avoir derrière quelque chose de très coupé qui nous tombe un petit peu sur la tête. Là, honnêtement, j'ai de la place. Hein. Voilà, j'ai de la place. Devant, ça va à peu près. Les genoux, c'est très correct. Alors, le coffre, maintenant. Donc, vous allez voir que le coffre, pour un SUV compact, encore une fois, est plutôt pas mal. On y retrouve donc un volume de 445 litres, donc ce qui est plutôt intéressant. Il y a de quoi y mettre, avec en plus un double fond. Et là, le double fond, donc il y a une roue de secours, mais en fait, le double fond, on le voit, ça fait à peu près 20-30 cm. Donc il y a encore de quoi mettre là-dessous. Et tu sais quoi, Rémi? J'ai calculé. Dans 445 litres, tu peux transporter 7000 balles de ping-pong. C'est cool ça. C'est utile, hein? C'était de la merde, ça. Ouais. Donc plus sérieusement, ce qui est aussi appréciable, c'est sa modularité. Je vous montre le gros plus ici, quand on rabat les sièges. Mais alors ça d'ailleurs, c'est ce que je reproche un petit peu là. Bon, comme toutes les plages arrière, on me dirait. Mais alors c'est vraiment, c'est... Je sais pas, on peut faire de la voile avec. Un peu de sérieux. Quand on rabat ici les sièges, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'a pas... En fait, c'est plat. C'est plat ici. Et là, on retrouve maintenant un volume de chargement de 1290 litres. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est très cool, c'est que quand on a besoin de charger un petit peu de volume ou quelque chose d'un petit peu encombrant, c'est plat.
donc beaucoup plus pratique. Bon, nous revoilà maintenant dans l'habitacle. On va parler très rapidement de la finition et des équipements. Alors là, par contre, il faut que je reste objectif. J'ai beau adorer la marque Volkswagen, il faut que je sois honnête. Qu'est-ce que vous avez fait là, Volkswagen? Vous avez fait une collab avec Playmobil? Comment ça se passe là? Enfin, je sais pas. Hein. Pourquoi il y a autant de plastique de merde en fait? Pourquoi il y a autant de plastique? Voilà, ça, les amis, ça, je suis désolé. Mais ça, voilà, moi, je ne peux pas accepter. Des voitures de cette gamme-là, ça a beau être le lounge, voilà, parce que même sur les très hautes gammes, hein, il y a autant de plastique ou pas loin. Ça, honnêtement, voilà, ces plastiques-là, partout durs. Même ici, ils n'ont pas été foutus de nous foutre du molletonné. Du molletonné. Je ne sais pas comment on dit, mais du truc mou, quoi. Tu vois, un truc qui est un peu joli, qui est un peu chaleureux. Non, là, du plastique, voilà, du plastique. Toujours est-il qu'il faut que je reste objectif. Et ça, honnêtement, je pense que c'est le truc qui me dérange un petit peu sur le T-Roc. On peut le dire, c'est presque le seul d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, ça me dérange en tout cas. Mais putain, il y en a vraiment partout. Viens voir Rémi, je vais te montrer là un truc. Jusqu'aux portes. Regardez jusqu'aux portes. Bon, ça déjà, voilà. Là, parce que ça, c'est un truc vraiment que je déteste au plus haut point. Si jamais vous avez le malheur d'avoir des clés comme ça, qui sont là, je peux vous dire que quand vous roulez, ben c'est ça la musique. Voilà, c'est agréable. Hein. Non, ça, c'est pas possible. Je veux dire, là, ils auraient pu faire un effort dans les portières, mettre quelque chose au fond, mettre des plastiques un peu plus épais. Je comprends, hein. Ils ont été au moins chers, hein, au plus facile à produire. Hein. Mais ça me déçoit un peu venant de cette marque. Bon, sinon, au niveau des équipements, c'est plutôt très sympa. Donc là, encore une fois, on est sur le modèle d'aujourd'hui. C'est la finition lounge. Donc en gros, c'est le milieu de gamme. Voilà, c'est à peu près le milieu de gamme. Au-dessus, ça va être après tout ce qui est Karat et Airline. Donc avec, oui, un niveau de finition un poil plus élevé. Mais voilà, sincèrement, le lounge, je pense que c'est un bon équilibre, en tout cas un bon rapport qualité-prix entre suffisamment d'équipements. Voilà, bon, sauf ces plastiques là maudits. Donc là, on y retrouve un écran tactile. Voilà, plutôt bien foutu. Je l'ai essayé juste avant, plutôt intuitif, hein, honnêtement. Voilà, c'est assez fluide, pas de souci là-dessus. À savoir que là, par défaut sur le lounge, vous n'aurez pas de CarPlay. Alors vous pouvez l'avoir, c'est pas définitif. Moyennant un petit 300-400 balles chez Volkswagen, vous pouvez avoir le CarPlay. Mais par défaut, vous ne l'aurez pas. Ensuite, on retrouve ici une climatisation auto Bison, radar donc de recul à l'avant et à l'arrière et une caméra de recul, mais pareil, qui ici est en option. Alors par contre, au niveau du régulateur, on est ici sur un régulateur adaptatif. Donc le régulateur adaptatif, c'est quoi? Vous êtes en train de rouler, vous avez besoin de votre régulateur, vous l'activez. Donc on va voir tout à l'heure qu'il faut un bac plus 3 à peu près pour l'activer. Vraiment pas pratique, mais bon, on y reviendra pendant l'essai. On active le régulateur de vitesse et en fait le régulateur adaptatif sert à ajuster sa vitesse en fonction de la voiture qui se trouve devant nous. Donc si la voiture ralentit, eh bien on va ralentir. Si elle accélère, eh bien la voiture va accélérer. En respectant bien sûr la limitation de vitesse qu'on lui a imposée. Alors on va le voir tout à l'heure lors de l'essai. Honnêtement, ça peut être pratique, mais ça peut être très chiant aussi. Et à savoir que ce système-là ne peut pas être désactivé par défaut. Ah, et ça, avant que j'oublie, alors je ne sais pas si tu savais Rémi, ici, tu vois, donc tout ce qui est ici, là-dedans, ici, et la boîte à gants, tout est réfrigéré. Donc l'été, en fait, tout ça, toutes ces parties-là restent froides. Ça, c'est génial. Tu fous les bières, là, ça reste frais. Non, mais tout reste, en vrai, tout reste frais. Bon, Rémi, on va se laisser ce T-Roc ? Allez, c'est parti, go. Allez les amis, donc niveau perf, niveau puissance. Pour rappel, là, aujourd'hui, le modèle du jour, c'est donc le 2 litres TDI, 150 chevaux. C'est à mon sens en tout cas, s'il vous faut un diesel, le meilleur des compromis, le meilleur des moteurs et surtout le plus fiable. On va le voir juste après. Très franchement, ça marche plus que correctement. Donc à savoir que le T-Roc existe seulement en essence et en diesel. Pas d'hybride et d'électrique pour le moment. Ça va changer encore une fois, comme je disais tout à l'heure. Sur le modèle 2025, ils vont donc proposer de l'hybride. Donc aujourd'hui, les motorisations disponibles en essence, donc on ne va pas tous les énumérer, mais en gros, c'est du 1 litre TSI, donc moteur essence en 3 cylindres, développant donc 115 chevaux. Alors, c'est un 3 cylindres, moi je trouve que c'est un peu limite. Voilà, je l'ai essayé, c'est franchement un petit peu limite. Ensuite, on va retrouver le 1,5 litre TSI, stop and start. Donc ensuite, je disais, on va retrouver le 1,5 litre TSI du coup en 150 chevaux. S'il vous faut un essence, les amis, pour moi, c'est le meilleur des compromis. Voilà, ça marche bien. C'est un bon compromis, on va dire, entre performance, fiabilité et économie.
Et ensuite, bien entendu, on va retrouver le 2 litres qui est proposé jusqu'à 300 chevaux, donc pour les grosses versions Airline et compagnie, donc sur les versions mais très sportives. En motorisation diesel maintenant, bon là très simple, on l'a en 1,6 litre TDI 115 chevaux, un peu limite aussi je trouve, et le modèle d'aujourd'hui 2 litres TDI 150 chevaux. C'est les modèles les plus répandus en France. Alors niveau puissance, sur le 2 litres TDI 150, franchement, je suis vraiment surpris les amis. Je ne m'attendais pas à ça. Alors on sent qu'on est sur une voiture légère, qu'on se le dise. Parce que pour être très clair, j'ai essayé, donc avec le même moteur, hein, le 2 litres TDI 150, j'ai essayé le modèle Tiguan de chez Volkswagen. Bon, je vous l'accorde, qui est beaucoup plus lourd en effet. Bah, c'était un sacré veau, hein, franchement. Hein, alors c'était en plus un Tiguan All-Space. Beaucoup plus lourd, je vous l'accorde, mais sacré veau quand même. Là honnêtement, voilà, on sent que c'est une voiture légère hein, le T-Roc. Hein. Mais alors, ouais, ça suffit. Au fait les amis, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est important, je compte sur vous. Merci beaucoup. Au niveau de la conduite, bon, c'est souple, hein, quoi dire de plus, c'est souple, c'est fluide. Ça se conduit vraiment tout seul. Alors c'est plutôt très agréable, d'autant plus que je possède sur ce modèle, pour rappel les amis, la boîte de vitesse automatique ou robotisée, parce que je vais me faire encore incendier dans les commentaires. La finalité reste la même. Hein. Voilà, donc la DSG7 de chez Volkswagen. Et vu que je parle de ça, petite précision très importante, puisque vous avez été très nombreux à me parler de cette DSG7 et j'entends un petit peu de tout, niveau fiabilité, quel type de boîte il faut prendre, etc. Oui, car il y a plusieurs types de DSG7. Donc pour ces deux types de boîtes différentes, donc la DSG, on va retrouver une boîte à carter sec et une boîte à carter humide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, la DSG à carter sec est montée sur les motorisations de plus faible puissance, donc sur des moteurs qui n'ont pas besoin de gérer un couple très élevé. Et la particularité de cette boîte, c'est que les embrayages fonctionnent à sec, donc sans lubrification, ce qui les rend plus légères et plus économiques surtout à fabriquer. Mais le problème de cette boîte DSG, c'est qu'elle est réputée être un petit peu plus fragile et surtout sensible à l'usure. Ensuite, la DSG à carter humide, donc celle-ci est utilisée sur les moteurs les plus puissants ou les plus coupleux, notamment notre 2 litres TDI du jour en est équipé. Dans cette configuration, les embrayages sont donc immergés dans l'huile, ce qui leur permet de mieux supporter les sollicitations élevées. Donc vous l'aurez compris, les DSG à carter humide sont plus fiables de manière générale. Allez, on enchaîne sur la tenue de route les amis. Donc là, je ne vais pas m'éterniser 10 plombes, ça ne sert à rien. Ça tient au pavé comme un SUV moderne. Hein. On ne parle plus des 2 chevaux, des 4L ou des Renault 5, ça tient le pavé. Un SUV moderne nouvelle génération, ça tient la route, point barre. Sur le confort maintenant, bon franchement je suis bien assis, comme je le disais en début de vidéo, j'ai beau être grand, honnêtement j'ai mes jambes qui sont à leur place, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal au dos. Voilà, on l'a essayé sur plusieurs types de routes, hein. De la route de campagne, de la route départementale, de la route nationale, même de l'autoroute et même en ville. On a été faire un petit tour en ville. Bah, honnêtement, on sent de la polyvalence dans cette voiture. Elle est à l'aise un petit peu partout. Non, franchement, on s'y sent plutôt très bien dans ce petit SUV. Alors oui, avant que j'oublie, on va se tester ce régulateur adaptatif dont je parlais au tout début de la vidéo. Vous allez voir que c'est un petit peu déstabilisant, disons. Bon, maintenant, je vous l'accorde, hein, je ne suis pas là sur autoroute, il y a un petit peu de circulation, mais tant mieux. Puisque Volkswagen vend ce type de régulateur un petit peu en mode, il peut vous servir au quotidien en fait. Alors, on va comprendre pourquoi. Bon, déjà pour l'activer, je vais essayer de vous montrer ici. Il faut un bac, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut un minima bac plus 3. C'est pas le plus pratique. Pour l'allumer, je vais donc appuyer ici une fois. C'est bon, il est en marche. Maintenant, pour l'activer, pour bloquer une certaine vitesse, je dois appuyer ici sur Ré. C'est pas logique, on est d'accord. Hein. Tac, j'appuie. C'est bon, il y est. Donc là, ok, très bien. Maintenant, je vais monter ici ma vitesse. Donc à savoir qu'ici, ces boutons plus et moins, c'est simplement, enfin ça va forcément monter le kilométrage, mais de 10 en 10. Si on veut faire de km/h en km/h, bah en fait ça sera avec ces deux boutons. Donc le résume et ici le 7. Déjà, je trouve ça tout sauf logique. Voilà, on a ces deux boutons là pour faire plus et moins, ou alors cela. Ensuite, si on regarde devant par contre, le seul petit avantage, hein, c'est que vous voyez là, je ne touche à rien. Regardez, mes jambes sont ici. Je ne touche à rien. Il faut quand même faire attention dans les ronds-points, puisque le problème, c'est qu'en fait, il se bat sur la voiture de devant et qu'à un moment donné, il ne la voit plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accélérer. Regardez. Voilà. Il accélère. Il ne sait pas trop quoi faire. Ça y est, refreine. Mais dès qu'il ne voit plus la voiture de devant, bah, en fait, il accélère, il fait n'importe quoi. Sachant qu'en plus de ça, les amis, bien entendu, c'est logique, mais il ne voit pas les voitures qui arrivent à gauche ou à droite. Donc, c'est juste que moi, je trouve que c'est pas facile à activer. Très sincèrement. Après, par contre, j'ai testé dans les embouteillages. Ben, franchement, c'est plutôt pas mal.
Parce que dans les embouteillages, la voiture s'arrête toute seule et redémarre par elle-même. Donc en fait, on n'a pas à freiner, accélérer, freiner, accélérer. Je pense que c'est plus, on va dire, une habitude à prendre. Je ne mettrai pas ça en défaut sur la voiture parce que c'est pas un défaut, attention, ça peut être pratique aussi. Par contre, voilà, sur autoroute, pour l'avoir essayé tout à l'heure, la problématique c'est que la voiture va vraiment ralentir, forcément puisqu'elle se base sur le modèle, sur la voiture qui est juste devant. Si vous arrivez à 130 vous, derrière une voiture qui elle roule à 100, il va falloir vraiment anticiper et vous décaler sur la voie de gauche. Parce que si vous arrivez dessus, elle va énormément freiner et ça peut faire un petit peu bizarre. Voilà, donc il faut anticiper. Donc pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Je sais pas, je ne l'utilise pas au quotidien. Je vous donne mon retour à chaud là. Allez les amis, on va donc terminer cette vidéo par l'aspect consommation. Donc sur une consommation mixte, bien entendu, on est sur du 6 litres au 100. Ce qui est très correct et ce qui correspond à un véhicule diesel d'aujourd'hui. Bien entendu, je dis mixte puisque j'ai fait de la ville, de l'autoroute et de la route nationale. Maintenant, bien entendu, ça va dépendre, comme je dis souvent, de votre conduite. C'est ce qui va déterminer. J'avoue ne pas être le plus souple quand il s'agit de pédale de droite. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez des questions, je répondrai à tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à mon compte pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très vite les amis. Ciao, ciao!